Il n'y a personne qui a pu venir, depuis le PCF, en fait, dans les années 50, sur un plateau télé, pour à un moment donner le là de ceux qui sont contre la construction européenne et qui la refusent. Alors, juste pour finir, et vraiment je vais lâcher le micro parce que je suis pas là pour poser des problèmes, vous m'avez dit que très prochainement, vous accepterez les débats. Est-ce que vous seriez prêt à accepter devant ce public une rencontre avec François Asselineau et de débattre vous-même avec François Asselineau, qui est peut-être le meilleur eurosceptique aujourd'hui en France et en Europe? Premièrement, il est inexact qu'on n'entende pas les adversaires de l'Europe. On les entend sans cesse. C'est pas la peine. Chaque fois que Marine Le Pen prend la parole. Mais Marine Le Pen n'est pas contre l'Europe, monsieur, elle n'est pas pour en sortir. Bien entendu, elle est fondamentalement anti-européenne. Elle en mange. Et ce qui me chagrine le plus, c'est même pas qu'on entende si souvent et même assez constamment les adversaires de l'Europe, c'est que les partisans de l'Europe soient si timides. Je me rappelle au moment du vote en France, pour la Constitution européenne, pour le oui ou pour le non, ce oui qu'il a emporté à une si faible majorité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qui votaient non, en France, il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France. Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Mais on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats 3 éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire. Il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette Constitution européenne. Oui, c'est une addition en tout cas des noms ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF, le Parti socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif, et en particulier d'abord pour Jacques Chirac, qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les 2 principaux responsables des 2 plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis. Je me rappelle au moment du vote en France, pour la Constitution européenne, pour le oui ou pour le non, ce oui qu'il a emporté à une si faible majorité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qui votaient non, en France. Ailleurs, on n'a pas demandé, et partout où on a demandé, c'était non. Il n'y a personne qui a voté oui. Oui. Hollande, ceux qui votaient non, avaient un non assertorique, catégorique, argumenté. Ceux qui votaient oui avaient un oui timide, à peine affirmé. Et le discours des partisans du oui n'était jamais de dire on va construire un objet politique nouveau, une chimère absolue, qui va mener les peuples vers une paix, une prospérité nouvelle. Barroso le discours des partisans de l'Europe était de dire la construction européenne est le premier empire non impérial qui a été construit. Bon. Allez. L'idée n'est pas que s'instaure là. Je termine ma phrase. Le discours des partisans de l'Europe était un discours qui consistait à dire que c'était bon pour leur propre nation. Allez, mais s'il vous plaît.
Allez, restons calmes, continuons cette discussion. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre expert européen en direct de Lisbonne. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005 mais qui revient sous une autre forme ? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Pour prendre une image, je dirais que c'est un peu comme des frères jumeaux qui porteraient des vêtements de couleurs différentes. En fait, tout se joue dans l'apparence. Alors pourquoi ? Eh bien parce que depuis 2 ans, un bataillon de juristes européens a repris le traité de Nice d'un côté, le texte de la Constitution européenne de l'autre. Ils ont expurgé la Constitution européenne de tout ce qui pouvait choquer. Ils ont réuni avec le traité de Nice et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi ? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Merci François. Some people said in this way that we are a kind of unidentified political object. It's an interesting definition, and I think we should not be depressed with that. It's anyway a very successful experiment. I think honestly, if you look at history of institutions, we never had such a thing. Sometimes I try to compare it. I'm sorry for my divagation, but that is, I was a scholar as well, you know. That's a very risky question to put to me, because I was teaching these issues in the university for some time. And sometimes I like to compare the European Union as a creation to the organization of empires. The empires. And because we have the dimension of empires. But there is a great difference. The empires were usually made through force, with a center that was imposing a diktat, a will on the others. And now we have what some authors call the first non-imperial empire. We have, by dimension, 27 countries that freely decided to work together to pool their sovereignties, if you want to use that concept of sovereignty, and work together to add value. I believe it's a great construction, and we should be proud of it. At least we in the Commission are proud.